Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis 2 ans, nous avons redécouvert ce que ça signifiait vivre avec une épidémie. Et le Covid nous a rappelé que les maladies graves et hautement transmissibles n'avaient pas toutes disparu. Certaines même, qu'on pensait appartenir à un passé plutôt lointain, refont surface. C'est le cas de la variole en ce moment, avec sa charmante cousine, la variole dite du singe. Et puis certaines autres, qui sont elles aussi associées à des images en noir et blanc et à un monde qu'a priori nous n'avons pas connu, ne sont en fait jamais parties. C'est le cas de la tuberculose, comme vous allez le voir avec ce reportage signé Olivia Muller et réalisé par Quentin Bresson. Bienvenue dans Programme B. Cet hiver, je traversais, avec une poussette, le centre-ville de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Il est un peu tard, je suis pressée, il fait froid, et ce jour-là, je veux rentrer chez moi. Au milieu d'une jolie ruelle, je pile et m'arrête. Un masque chirurgical blanc est posé par terre, avec au milieu une grosse tache de sang. Il y a 1000 raisons de cracher du sang, et la personne qui a laissé là son masque n'avait peut-être pas la tuberculose. En tout cas, évidemment, j'y ai pensé et je me suis dit que depuis l'épidémie de Covid, on ne parlait plus de la tuberculose du tout. Pourtant, elle est la maladie infectieuse la plus dangereuse, 2e cause de mortalité dans le monde, juste après le Covid, justement. En France, la tuberculose reste un énorme et solide tabou. Pourtant, elle se déploie à Paris et en Seine-Saint-Denis, parfois aussi sur d'autres territoires. Tous les mois, elle s'abat sur des centaines de personnes, adultes, enfants, bébés. Ça, c'est les documents de Billy ? Ah ouais, super. S'intéresser à la tuberculose, c'est révéler un enjeu majeur de santé publique qui en cache bien d'autres. La question de l'accès aux soins et les déserts médicaux dans les territoires pauvres, l'absence de prise en charge sanitaire et sociale des exilés, tellement isolés. Bref, s'intéresser à la tuberculose, c'est aussi soulever des questions fondamentales et quotidiennes qui nous touchent tous. Sur 3 épisodes, on est allé aux urgences pédiatriques, à l'hôpital de Saint-Denis, au service de pneumologie aussi, ou au centre de lutte anti-tuberculose de Montreuil. Ici, dans le reportage, on est dans les locaux de l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU social. Au rez-de-chaussée d'un immeuble du 11e arrondissement de Paris, Pierre, infirmier, la trentaine, reçoit des patients sous traitement. Qu'il y avait de la toux depuis 6 mois, qu'il y avait la perte de 15 kilos. Tu es allé aux urgences, qu'on a découvert la tuberculose dans les poumons, dans les crachats. À l'examen direct, que c'était positif, du coup on considérait comme contagieux. Lui, cheveux hirsutes et regard malicieux, est un ancien ingénieur qui a tout plaqué pour devenir infirmier. Ce jour-là, il accueille un patient tout juste sorti de l'hôpital. C'est là où ça gênait pour respirer. Tu te souviens de ça ? Oui. Tu te souviens de ce qu'on a dû faire après ? On a fait de la ponction. Exactement, on a fait la ponction, ouais. Pour enlever le liquide qui est au niveau de la plèvre. À ce moment-là, c'était beaucoup de fatigue. Dans son bureau lumineux, le docteur Yassine Tandjaoui Lambiotte, chef du service de pneumologie et de maladies infectieuses à l'hôpital de La Fontaine, à Saint-Denis, explique pour démarrer ce qu'est la tuberculose. La tuberculose, c'est vraiment une maladie qui est essentiellement pulmonaire. Il arrive qu'il y ait des manifestations, on va dire, extra-respiratoires, c'est-à-dire des organes qui ne sont pas le poumon qui sont touchés, mais c'est essentiellement une maladie pulmonaire. Au point que quand la pneumologie a été créée, on va dire aux alentours du 19e siècle, quand c'est devenu une spécialité, on appelait ça la phtisiologie. Phtisie, ça veut dire tuberculose. Et en général, les patients qui vont développer une tuberculose, ils vont développer différents symptômes, de la fièvre, une toux chronique, de l'amaigrissement, des sueurs la nuit et parfois des crachats de sang. C'est les symptômes, on va dire, classiques de la tuberculose. C'est pas parce qu'ils sont présents que c'est forcément une tuberculose. C'est pas parce qu'ils sont absents que c'en est pas une. Mais c'est le cortège classique de symptômes. Et c'est une maladie qui peut fatiguer énormément. Pour beaucoup, la tuberculose, longtemps appelée peste blanche, n'existe plus. Reléguée au rang des maladies moyenâgeuses ou perçue comme un fléau de la Grande Guerre. Pourtant, la tuberculose résiste et frappe,
partout, dans le monde bien sûr, mais aussi, paraît-il, au coin de la rue. La tuberculose est-elle bien présente sur le territoire français ? Où, comment et pourquoi ? Le docteur Tandjaoui poursuit. Alors oui, la tuberculose reste très présente en France en 2022 et même partout dans le monde. La tuberculose, c'est une maladie qui n'a jamais disparu. Probablement qu'elle accompagne l'humanité depuis le début. Et elle est capable de faire des ravages dans la population depuis toujours. Ce qui a vraiment changé, c'est que on est capable d'en faire un diagnostic de bien meilleure façon depuis le 19e siècle. On est capable de la traiter efficacement avec des antibiotiques depuis essentiellement la deuxième moitié du XXe siècle. Et que ces traitements ont transformé complètement notre perception de la pathologie, puisque c'était une maladie qui était souvent mortelle, et qui, depuis qu'on a les antibiotiques efficaces, l'est beaucoup moins. Et je dis beaucoup moins et pas du tout plus, puisqu'il y a toujours des morts de tuberculose, et beaucoup, y compris en France, mais dans le monde, pour vous donner un ordre d'idée, on estime qu'il y a autour de 2 millions de morts par an de la tuberculose. Et donc le monde s'est arrêté parce qu'il y a des millions de morts de Covid, ce qui est vrai, mais il n'y a pas beaucoup... Si je prends la tuberculose sur 10 ans, ça fait beaucoup plus de morts que le Covid sur les 2 dernières années. Le monde ne s'arrête pas parce que c'est évidemment des modes de transmission un petit peu différents, qu'il y a un impact différent sur la société, sur l'économie, donc le monde ne s'est pas arrêté pour la tuberculose. On vit avec la tuberculose et on continuera de vivre avec, probablement toujours. Alors, là vous les connaissez les médicaments ? Rifadine Ouais. et Rimifon. Ouais. Ça, c'est un... Rifadine, il y en a combien ? Rifadine 2. Et Rimifon, il y en a combien ? 1 et 1. 1 et 1. Ouais, c'est ça. 50. Il y a aussi la vitamine. Vitamine B6. Ouais, c'est ça. La vitamine, comme elle est payante, là j'en ai dans la pharmacie ici. Ok. Ce que je propose, c'est qu'on prépare les médicaments jusqu'à lundi prochain, dans un pilulier comme ça. On peut le faire ensemble. Ok. Ça s'est bien passé depuis la sortie ? Oui. Ouais. Ça te manquait d'être dehors de l'hôpital ? Qu'est-ce qui te manquait le plus ? On vit récemment comme tout le monde. Vivre La comme tout vie le monde. sociale, quoi. Voir les gens. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est quoi ce traitement ? Rifadine. C'est la rifadine, effectivement. C'est un des antituberculeux. C'est un antibiotique. C'est 1 année et c'est Dr Lefrançois de La Fontaine qui décidera quand est-ce qu'on arrête. Ouais, sinon, donc, on peut arrêter avant 1 année ou... Les traitements de la tuberculose, en fonction de là où est la bactérie, ils sont plus longs ou moins longs. Minimum 6 mois. Maximum, pas trop de maximum. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Parfois ça dure plus longtemps. Mais quand il y a une atteinte au niveau de l'os, quand il y a l'atteinte au niveau de la colonne, généralement c'est 12 mois. 1 an. Ok. Tu pensais que ça pouvait être plus court ? Donc, juste pour savoir, c'est tout. Ouais. Non mais tu as raison, il faut poser la question. Il est au courant de la maladie, la personne avec qui tu vis ? Non. Ok. Tu penses que ça lui fait peur ? Après, c'est le secret. Hein. Là, t'as des médicaments, tu n'es pas contagieux. Tu peux habiter là où tu veux. Hein. Et il y a à manger dans l'appartement ? Ou c'est difficile de trouver ? Pas vraiment. Il faut qu'on cherche peut-être quelque chose. Ça pourrait aider si on trouve quelque chose où ils donnent de la nourriture ? Oui, ça va arranger aussi. Ça va arranger, ouais. Ok. Je vais en parler ça avec les travailleurs sociaux. Il faut pas hésiter à demander s'il y a quelque chose qui va pas. Comment ça va au niveau du moral ? Petit à petit, ça commence à se remonter. C'est une bonne nouvelle, ça. Dormir, ça va ? Ça tourne dans la tête ? Oui. C'est comme si je suis sorti de
de la prison. Ouais, de sortir de l'hôpital, ça fait comme si on sortait de prison. Hein. Ouais. Ouais, c'est dur. 4 mois à l'hôpital, ça, c'est dur. Tu parlais avec la psychologue, Ablini. Elle venait te voir. Oui, 3 fois. 3 fois, elle est venue? Oui. Ça a aidé un peu? Oui. Ça a aidé de parler un petit peu? Ouais. Le premier jour, j'ai trouvé ça comme si c'est un embêtement. Après... Ouais. Au début, c'est un embêtement. Et puis... Parce que je suis là fatigué avec des douleurs de médicaments. Là, et puis, mais après... Après, ça aide un peu. Tu veux qu'on essaye de retrouver un psychologue ou quelque chose? Oui, vraiment, sinon c'est important. Ce serait important, ça? Oui. Ok. À ce moment-là, j'avais aussi perdu ma grand-mère. Ah ouais. Je lui avais dit, je sens très mal à la tête et puis trop de pensées, je ne pourrais pas. Ça fait beaucoup de choses en quelques mois, là. Ah oui, c'était chaud. C'était chaud. Les patients qui sont hospitalisés pour des tuberculoses le sont souvent longtemps. Et l'impact de la maladie sur leur vie est considérable. Au-delà il y a un impact qui est majeur sur le plan, on dit somatique, c'est-à-dire sur le plan physique, mais il y a aussi un impact psychologique très important sur le fait d'être extraits de la société parce qu'ils sont hospitalisés, parce qu'ils sont en isolement, parce qu'ils ont une maladie dite honteuse. Alors ça a été pendant très longtemps la maladie de la honte parce que associé à un isolement social, associé à le fait d'être potentiellement dans un milieu de promiscuité tel que c'était le reflet d'un niveau social qui était pas très élevé. Et puis c'était une maladie qui était contagieuse et pour laquelle il fallait donc s'extraire du monde de la société. Donc c'était une maladie pour laquelle oui, il y avait de la honte. Et ça existe toujours un petit peu. Il y a beaucoup plus de maladies aujourd'hui qu'on connaît et qui apparaissent comme étant de la honte que la tuberculose. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de honte autour de l'infection par le VIH que de l'infection par la tuberculose. On a tendance à appeler ça BK, parce que le nom de la bactérie. Comme c'était découvert par Monsieur Koch, un Allemand, et que la bactérie est un bacille de Koch, BK. Comment réagissent les patients à l'annonce du diagnostic? Il y a plutôt de la stupéfaction. Les gens sont toujours surpris. Toujours inquiets. Ça dépend aussi beaucoup du référentiel social des patients. S'il s'agit d'un patient migrant qui vient d'un pays où les traitements tuberculeux sont inaccessibles et où la mortalité est très élevée par tuberculose, il y aura beaucoup plus de peur que de honte. Si en revanche on est dans les beaux quartiers parisiens, il y aura beaucoup plus de honte que de peur. C'est-à-dire c'est surprenant de se dire qu'on a toujours 2 millions de morts par an de cette maladie, alors que les médicaments existent, ils sont faciles à produire, ils sont pas chers. C'est presque à se demander finalement, mais pourquoi diable est-ce que les gens continuent de mourir? Ils continuent de mourir parce qu'en fait ils n'ont pas accès au diagnostic et pas accès au traitement. Là où c'est terrible, c'est que la tuberculose pulmonaire, si elle est diagnostiquée tard, au-delà du fait qu'il y a un risque d'évoluer vers une forme mortelle, c'est que quand les gens survivent, les gens vont avoir des séquelles respiratoires. Il va y avoir du handicap respiratoire, il va y avoir du risque de développer secondairement des infections graves pulmonaires, des cancers pulmonaires. Donc c'est une maladie qui va charrier avec elle un très lourd tribut sanitaire pour le pays. En revanche, il y a un truc qui est très significatif, je trouve, c'est que le nombre de morts par tuberculose, il a fait que diminuer sur les 20 dernières années, sauf l'an dernier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Tout le monde a eu peur, plus personne n'était allé consulter, retard diagnostique, retard thérapeutique, augmentation de mortalité. Et je pense que si on trouve une solution, même si la pauvreté augmente, si on trouve une solution pour que le système sanitaire arrive à dépister et à traiter, il n'y a pas spécialement de raison que la mortalité augmente. Diagnostiquer la tuberculose, la dépister, rapidement et efficacement, reste en France un enjeu majeur de santé publique, un travail quotidien et humain colossal.
Pour cibler large, n'oubliez personne et surtout pas les populations précaires, fragiles et silencieuses, l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose sillonne la ville pour appréhender les risques et tenter de les réduire. Au local du SAMU social, Pierre, l'infirmier, reçoit chaque jour malades et patients sous traitement. On a beaucoup de gens qui ont des psychotraumas, on a beaucoup de gens qui ont des dépressions, on a beaucoup de gens avec des parcours de vie durs. On a probablement beaucoup de gens qui ont attrapé la tuberculose en Libye. On a probablement beaucoup de gens qui ont attrapé en prison, dans toutes les prisons du monde. C'est là où on trouve la tuberculose. C'est sur le parcours migratoire, c'est dans la précarité, c'est vraiment une maladie sociale. Ouais. Avec tact et sensibilité, Pierre parvient à aider les uns et convaincre les autres à poursuivre leur traitement, avec comme principal outil de travail son téléphone portable. C'est un monsieur qui est originaire du Pakistan, qui est en France depuis des années, 20 ans à peu près, et qui a un suivi médical assez lourd, qui a eu des cancers, des leucémies, voilà. Là, il a eu des traitements, et là maintenant, il doit avoir une petite opération qui lui a probablement fait peur. On n'a pas réussi à savoir vraiment qu'est-ce qui lui a fait peur, mais en tout cas, il est parti de l'hôpital. Il a décidé de retourner au Pakistan. C'est le deuxième patient qui a baissé les bras aujourd'hui, à qui je passe un coup de fil. Du coup, c'est une journée dure pour ça. Je vais voir déjà s'il répond. Et je vais voir s'il n'est pas déjà parti au Pakistan. Parce que il m'avait dit qu'il partirait vite. On va voir s'il répond déjà. Alors, c'est répondeur direct. Je vais voir s'il s'est connecté sur WhatsApp. Il est vu à 15h aujourd'hui. Je vais juste lui laisser un petit message vocal sur WhatsApp. It's Pierre, the nurse. I tried to call you today. I just want to know if you are in Paris or if you went back to Pakistan. You told me that you need my email for transferring your medical file, to the doctor in Pakistan. Just call me if you need. You can call me on WhatsApp if you need. Bon, j'espère qu'il a décidé de rester, mais je crois que c'était mal parti la dernière fois que je l'avais vu au téléphone. Il a une maladie qui est complexe, mais qui pourrait être résolue, et si elle est prise en charge maintenant avec une petite opération, qui reste une opération sous anesthésie générale, qui fait un peu peur, ça peut être résolu. S'il fait pas cette opération, on parle pas de la tuberculose, là du coup c'est une autre maladie, ça va se transformer en cancer, et c'est un cancer qui sera rapide probablement. Du coup il risque de décéder, ce monsieur. Je pense que les médecins lui ont bien expliqué quand il était à Avicenne. Là moi j'ai essayé de reprendre, j'ai bien compris qu'il avait compris tout ça. Et du coup là c'est vraiment dans sa décision. On peut pas aller contre sa décision. Par contre, on peut toujours continuer à appeler les gens. S'ils nous disent qu'ils veulent plus qu'on les appelle, on leur envoie des messages. S'ils veulent plus qu'on leur envoie des messages, on leur envoie un courrier. Du coup, je comptais pas lui reparler de sa maladie et tout ça. Je comptais juste reprendre un peu en contact. Et lui, typiquement, je serais allé le voir chez lui pour reprendre un peu le lien, pour qu'il reprenne un peu confiance en lui et essayer d'évaluer s'il veut pas reporter un tout petit peu son voyage pour résoudre ce problème-là maintenant. Et puis voilà, gagner quelques années d'espérance de vie. Mais sa famille lui manque beaucoup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sa famille, du coup, il a une femme et 3 enfants. Et je pense que ça faisait trop long. Je crois que la dernière fois qu'il a été voir sa famille, c'était en 2007. Et puis, ça fait depuis avant le Covid qu'il voulait rentrer. Et en fait, le Covid l'a un peu bloqué. Il commence à être un petit peu âgé, ce monsieur. Et là, je pense que c'était un peu de sa volonté, c'était de voir une dernière fois sa famille avant de mourir. On ne saura jamais ce qu'est devenu Monsieur N.
Pierre le rappellera chaque jour. Derrière les murs et dans la pièce d'à côté, on entend Tatiana, la trentaine, infirmière et binôme de Pierre. Le regard vif et le pas énergique, elle nous rejoint entre 2 consultations pour nous parler de ces parcours qui la marquent toujours et un peu plus chaque jour. Alors un parcours, en fait, c'est très très difficile parce que moi j'ai des dizaines et des dizaines de parcours qui m'ont vraiment énormément marqué. Mais certains dont j'aurais du mal à parler sans vraiment rentrer trop dans l'émotion et voilà, donc on va plutôt partir d'un parcours qui avec Pierre d'une dame qu'on a suivie. Disons que c'était quand même je pense une des tuberculoses les plus graves, donc il y en a quand même plusieurs là qui me viennent en tête, mais elle, ça fait quand même partie des tuberculose. Moyenâgeuse. Voilà. En fait, une atteinte pulmonaire qui était... je pense qu'elle avait vraiment quasiment tout le poumon détruit. Et donc, en fait, elle était bacillifère, donc contagieuse à un niveau... en fait, qu'on n'a jamais vu. Enfin, je sais pas si en bactériaux, même, ils ont déjà vu ça. Elle avait donc plus de 1000 bars par champ, ce qui est... c'est absolument énorme. En fait, à 1000 bars par champ, c'est-à-dire il y en a partout. Elle était extrêmement contagieuse. Enfin, je pense qu'ils n'ont même pas pu compter combien on avait. Normalement, on dit entre 10 et 100 bars. Et là, elle en avait 1000. Donc, c'était assez impressionnant quand on a vu ça. Ouais. Et donc, quand on a été là voir avec Pierre... donc on l'a retrouvée sous une tente, boulevard de l'Hôpital, donc avec tout un petit groupe d'amis, de fréquentation. Elle avait quel âge ? Elle avait, je pense, dans mon souvenir, elle a 19 ans. Elle a 19 ans et un parcours de rue de 3 ans ou 4 ans déjà. Née en France ? Ouais, elle était née en France et c'est un parcours de vie... extrêmement dur, avec beaucoup de violence dans sa famille, pris en charge par l'ASE, en rupture de beaucoup de choses. Et ouais, elle était déjà passée à l'hôpital quand on l'a rencontrée, mais elle avait fugué. Donc on avait pour mission, en fait, les hôpitaux, ils nous appellent quand ils sont en difficulté avec des personnes SDF qu'ils arrivent, évidemment, nous on est mobile, donc ils font appel à nous. Et puis là on avait, alors je pense on fait toujours une petite enquête autour de la personne, et donc là on savait qu'elle était boulevard de l'Hôpital, donc en fait on commence notre petite maraude pédestre, et puis voilà, on demande aux gens s'ils la connaissent, etc. Nous on l'avait jamais vue, donc physiquement, on la décrit pas vraiment, et en fait, elle finit par sortir de la tente, et en fait, vraiment, on s'est regardé avec Pierre. Enfin, elle était dans un état, mais très, très choquant, quoi. C'est-à-dire, elle faisait, je pense, 28 kilos. Ouais. Assez grande. Ouais. Et donc, on lui dit, on se présente, et puis on lui dit, on va se mettre un petit peu de côté pour discuter avec toi, et puis pour s'isoler un petit peu. Et en fait, elle fait, elle marche 4 pas avec nous. Et puis, tout d'un coup, elle vacille et elle tombe par terre, mais elle s'éclate par terre, quoi. On commence les premiers soins, puis en fait, on appelle les urgences. On était à 500 mètres de l'hôpital, vraiment à côté de la Pitié-Salpêtrière. Et puis... Alors, on a dû la mener en ambulance, en fait. Ouais. C'est hyper dur, en fait, passer une journée, rien qu'une journée en isolement à l'hôpital, mais alors là, c'était parti pour des mois. Et en fait, lui faire comprendre que, c'est soit ça, soit tu meurs, mais surtout, en plus, tu peux contaminer, beaucoup de monde, parce que t'es très contagieuse, mais ça, c'est pareil. En fait, à un moment donné, ça dépasse complètement. Elle s'en fout de contaminer des gens, au point où t'en es. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, ça après... dans un second temps. Quand même, quand elle est passée en soins de suite. Et du coup, dans un second temps, donc quand elle est arrivée à Bligny, donc soins de suite, là où on va tous les 15 jours,
Finalement, ça a été un déclic. Ça se passait super bien, elle a toutes les animations, elle a repris, mais elle est ressortie de l'hôpital, elle était elle était ronde, quoi. Elle était elle avait des cheveux, parce que quand on l'a vue, faut quand même imaginer, évidemment, elle était carencée en tout, elle avait quasiment plus de cheveux. Donc là, on la revoit, mais... Elle a vraiment survécu. Elle a vraiment survécu à quelque chose de terrible, ouais. Mais puis là, c'est là où on voit aussi qu'il y a des sacrées équipes médicales. À la Pitié aussi, il y a des médecins qui étaient très touchés. Je pense que c'était quelqu'un qui touchait facilement les soignants et qui avait un contact facile. Et bon, après, c'est vrai que c'est des parcours de vie qui sont difficiles à imaginer en France. C'est extrême, ouais. En fait, ce qui se passe pour les demandeurs d'asile, pour les personnes les exilés, en fait, on se rend pas compte à quel point ça isole, ça précarise. Les personnes se retrouvent quand même dans des états de santé où ils sont complètement à bout et évidemment du coup plus à même de développer des maladies moi je ressens que plus ça se raffermit, plus les tuberculoses là qu'on voit, mais c'est pas du tout les mêmes qu'on avait il y a 10 ans, hein. Là c'est des atteintes disséminées, des atteintes plus graves et surtout des personnes traumatisées. Ils sont tous, ils sont psychotraumas. Franchement, ça nous touche encore incroyablement. Parce que les parcours migratoires sont plus longs, tortueux et dangereux, de nombreux exilés arrivent en France épuisés, harassés. Affaiblis, ils développent parfois des maladies. Profondément isolés, ils ne savent ni où consulter, ni qui, ni comment. Les prises en charge étant retardées, les infections peuvent se développer. Pour mieux comprendre, nous avons rencontré, toujours dans les locaux du SAMU social, Momo. Momo est grand, fringant et souriant. Pourtant, il y a tout juste 3 mois, il est sorti d'un long séjour à Bligny. Bligny, c'est ce qu'on dit en raccourci pour parler du dernier sanatorium de France, situé donc au centre hospitalier de Bligny. Véritable survivant, Momo revient sur ses 12 derniers mois de vie, ici en France. Bonjour, je m'appelle Momo, j'ai 32 ans et je viens du Mali. Du Mali, je suis passé par l'Algérie, la Libye et l'Italie. Je suis venu à Villetaneuse, j'ai pris une colocation. C'est là que la maladie m'a trouvé. Je classais du sang, je n'arrivais pas à aller aux toilettes, mon pipi devenait rouge et tout. Donc là, j'ai décidé d'aller à la pharmacie pour pouvoir un médicament pour avoir l'appétit. Et c'est là que le pharmacien m'a dit non, toi tu vas à l'urgence. Donc c'est là que j'ai fait direct à l'urgence. J'étais en claquette, j'avais rien. Et dès ce jour-là, je suis resté. C'était le 13 janvier 2021. Je suis allé côté urgence, je suis rentré à l'hôpital de la Fontaine, Saint-Denis. Donc là, ils m'ont pris en charge et tout. Une tuberculose disséminée. Une tuberculose disséminée, c'est-à-dire c'est partout dans le corps. Partout. Mais pas les os ou le cerveau, hein. Juste partout dans le corps. Le cœur, le foie, les reins, tout partout. Le jour de l'annonce du diagnostic, un médecin est entré dans sa chambre. Momo se souvient. Il n'était pas seul. Il est venu avec la psychologue, ses assistants, ils étaient plus de 5 personnes. Ils sont venus chez moi, dans ma chambre. Ça va, la journée, tout va bien. Donc moi, je dis, ok, ça va, oui, ça va, tout. Donc il dit qu'il a une nouvelle à m'annoncer. Il m'a dit d'avoir une bonne et une mauvaise. Il dit, on commence par la mauvaise d'abord. Et là, il m'a dit que vous avez la tuberculose. Vous êtes atteint de la tuberculose. Et la bonne, c'est qu'il y a des docteurs spécialisés pour ça en France. Et ça serait soigné gratuitement. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter de tout. Ce jour-là, j'ai pleuré. Devant eux-mêmes. On dit non, t'inquiète pas, ça ira et tout. Mais franchement, tuberculose, et vu l'état que j'étais aussi, moi je ne pensais pas que la tuberculose pouvait te terrasser jusqu'à ce point. Très très faible. C'était très très faible. Je suis arrivé là-bas avec 53 kilos. Donc j'étais pas bien. Tellement j'étais maigre. Il y a une fois à l'hôpital de Saint-Denis, quand je suis rentré dans l'ascenseur, tout le monde est sorti. Ouais, tout le monde est sorti.
Donc c'était chaud, c'était vraiment chaud. Ce jour-là, j'ai pleuré, mais je suis là encore. Moi, ce qui m'a dérangé le plus sur la tuberculose, c'est le temps. Le temps. C'est pas facile à digérer. Hein. Le temps que ça prend. Le temps du traitement. Tu sais que tu ne vas pas mourir, mais le temps du traitement, ça, c'est chaud. C'est difficile à accepter, très très difficile. Mais tu peux rien faire, rien du tout. Tu es à l'hôpital, tu te réveilles, tu tournes un peu dans la cour, tu retournes, c'est comme ça. Rien, tu manges, tu dors, tu te réveilles, rien. À part le seul jouet que tu as, c'est ton téléphone. Nous, on n'a pratiquement pas de famille ni de quelqu'un ici. Donc, tu es seul, tu assumes seul, tu gères seul. Les antibiotiques qui permettent de soigner la tuberculose doivent être pris durant 6 mois, 1 an, parfois plus. Des antibiotiques puissants qui épuisent. Pendant cette durée de traitement, Momo est hospitalisé au sanatorium de Bligny. J'arrive, je vois une très grande forêt. Très grand espace. Quand même, il y avait de l'espace, beaucoup. Tu peux faire 24 heures en train de marcher. Tu as toujours de l'espace pour marcher. Mais ce qui m'a impressionné, c'est les infirmières qui s'occupent des gens. Le docteur Bénédicte Lemaire, franchement, c'est des gens cool. Des gens super, super cool. C'est elle qui s'est occupée de moi et tout. Elle m'a pris comme son propre fils, franchement. Des soignants qui s'inquiètent au fait de ta santé. Ils s'inquiètent. Même si tu ne manges pas, le docteur même, elle vient, elle remplit ta cuillère, elle dit ouvre ta bouche et elle met dedans. Des gens comme ça, il y en a beaucoup à Bligny. Franchement, ils sont super, super bien. Si ce n'était pas eux qui m'encourageaient, tu vois, mentalement, c'est-à-dire, il faut une force mentale aussi pour surpasser ça. Je me sentais seul. J'étais seul. Donc, imaginez 12 mois à l'hôpital sans même une visite. Aucune visite, aucune. Mais cette équipe-là qui m'entourait, franchement, c'est grâce à eux que je suis là. Je fais beaucoup d'amitiés là-bas. Des Arabes, des Russes, des Français, des Somaliens, des Tchadiens. Beaucoup de rencontres. Beaucoup même. On est en contact. Au téléphone, on s'appelle, on se donne des nouvelles et tout. Ils sont beaucoup. La tuberculose fait beaucoup de ravages en France. Mais les gens, ils ne savent pas encore. Il y avait des gars, il y avait des retraités, il y a toutes sortes de personnes. Toutes sortes. Des fonctionnaires, des jeunes. J'avais un Français même. Lui, il est jeune, il a 25 ans. Très jeune. Il l'a attrapé comment? Je ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas. Personne ne sait. La tuberculose, c'est plus dangereux que le corona. Et on peut l'attraper partout, dans le train, dans le transport et tout. Donc moi, depuis que je suis sorti, même chez moi, j'ai mon masque. Je ne veux plus jamais rattraper cette maladie-là. Plus jamais. C'est très grave. Moi, je n'ai jamais fait une nuit à l'hôpital depuis que je suis né. Imaginez. Ça fait 12 mois. C'était dur, hein? C'était très, très dur. Moi, je pleurais presque tous les jours, seul, dans ma chambre. Chaque fois, je décide au fait, le côté suicide et tout. Souvent, je l'ai décidé. Mais chaque fois, je cause avec Bénédicte Lemaire ou Madame Barré. Ils me font oublier. Ils disent non, ne pense même pas à ça. Tu vas guérir, t'inquiète pas, la vie va reprendre et tout. Je ne croyais même pas. Franchement, ça m'a permis de réfléchir sur moi, ma vie, la vie au quotidien. Ça m'a permis de bien réfléchir. Très, très bien réfléchir. J'ai eu assez de temps pour réfléchir quand même, franchement. Le matin, à 6h, on vient vous réveiller. Vous prendre les premiers médicaments et tout. Vous allez manger. Et à 10h, on va prendre le traitement de la tuberculose. À midi, on mange, on prend les médicaments. À 16h, on prend les médicaments. Et 18h, on mange, encore on prend les médicaments. Et après, je sais pas, 23h ou 0h comme ça, on prend le dernier médicament, on se couche. Entre les deux, on descend en bas, on cause entre nous, on prend du café, on cause. Ouais, il y a un très grand espace. Il y a des hectares et des hectares. Tu peux te promener toute la journée. Et ça nous aide aussi parce qu'on a besoin de marcher. Pour réveiller les reins, les nerfs. Pour réveiller les nerfs, on avait besoin de marcher. Donc on marchait tout le temps. On faisait des sandwichs, on faisait de la musique tout souvent. Donc on partait souvent juste dans la forêt. Il y a des cabanes et tout.
partait s'asseoir, on mange, on met la musique à fond, on discute, on cause. Mais après ça, il y aura toujours un temps où tu seras seul, quoi. Moi, j'ai dit à tout le monde le sait. Mes amis, tout le monde le sait. Les gens avec qui je dormais aussi, je les ai envoyés faire le test. Parce qu'on ne sait jamais. Je le dis depuis que j'étais à l'hôpital de La Fontaine. Et j'ai dit à mes autres amis, faites vos tests, tout. Donc, c'est comme ça. Mais après, quand je le dis, j'ai regretté parce qu'il y a des gens qui se sont méfiés de moi. En fait, qui m'ignoraient un peu. C'est difficile. Surtout la tuberculose, c'est très, très difficile. Surtout les relations avec les gens, très compliquées. Parce que dès que tu dis à quelqu'un que j'ai fait 12 mois à l'hôpital, j'ai fait une année à l'hôpital, la première question c'est, tu avais quoi? Et si tu dis tu as la tuberculose, la personne, directement, tu sens que la personne regrette même de t'avoir approché pour parler. Donc, c'est pas bien, ça. Si je suis là, si moi je suis dehors, que je parle avec eux, c'est que je ne suis pas contaminé. Les docteurs, ils ne sont pas fous de me laisser aller dehors sans que je suis contaminé. Jamais. Donc, c'est comme ça la vie. Moi, ce que j'ai perdu en une année, je l'ai récupéré en moins de 3 mois. C'est-à-dire que, en fait, je me suis repris. J'ai repris la vie normale en moins de 3 mois. Ça n'a pas été facile. Il faut du courage aussi après la maladie pour surmonter toutes ces choses-là. Après, si avec du bon accompagnement, tout va vite. Donc franchement, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Même l'autre jour, j'ai été faire le radio, on dit qu'il y a juste des séquelles. La maladie, c'est parti, mais il y a des séquelles, il y a des traces dans les poumons, dans les reins, dans le foie et tout. Donc pour nettoyer ces traces-là, il faut continuer. Encore 3 mois, je pense. Ils m'ont dit 3 mois à prendre les médicaments et tout. Je suis très heureux aujourd'hui. Parce que j'ai repris tout, la vie normale, les gens que j'avais perdus, j'ai tout repris. 1000 fois plus fort qu'avant. 1000 fois plus fort qu'avant. Au fait, moi, cette maladie-là, je n'y pense plus. Moi, je pense juste à l'avenir. Reconstruire ce qui a été détruit. Ouais. Moi, quand même, j'ai survécu. Dieu merci. La vie continue. Life goes on. Moi, je veux juste dire qu'il faudra un suivi, pas seulement à l'hôpital, mais après l'hospitalisation. En fait, il faudra un suivi jusqu'à la fin du traitement. Parce qu'il y a des gens qui se retournent à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas suivis dehors. Il y en a qui n'ont même pas d'adresse, ils n'ont même pas de logement. Donc, ils sont obligés d'aller dormir au 115 la nuit. On ne sait pas quoi ils mangent avant de prendre les médicaments. On ne sait même pas s'ils prennent les médicaments. C'est quelqu'un qui a sa vie au dos tous les jours. C'est pas facile. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais je connais des gens qui ont vécu ça et c'est très, très difficile. Donc, c'est bien de soigner les gens gratuits. C'est bien, c'est très bien même. Mais il faut vraiment finir le boulot. Les gens qui sont dehors, qui dorment dehors, qui sont malades, il faudra les prendre en charge pour qu'ils finissent totalement leur traitement. Après ça, ils peuvent aller où ils veulent. Mais tant qu'ils sont malades, c'est pas bon. Parce que s'ils retombent malades, ça va encore à la charge de l'État de les soigner encore. Donc pour éviter ça, il faudra un suivi total. J'ai vu, ça c'est la seule faille que j'ai vue. Sinon le côté traitement, les médecins, tout est nickel. À suivre.